Bonjour à toutes et à tous, c'est Ibrahim Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, astuce de trading, qui est un format plus long que le sujet que l'on a abordé il y a 2 jours exactement sur les ranges. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces que j'ai sur les ranges, que j'ai accumulées au fur et à mesure de mon expérience. Alors bien sûr, comme d'habitude, tout ce qui est dit dans cette vidéo ne concerne que ma façon de voir les choses, que ma vision de marché, et peut être différente d'un trader à un autre. Vous le savez, il existe mille et une manières d'être profitable sur les marchés financiers. Il n'y a pas un style de trading plus rentable qu'un autre, une stratégie qui est plus rentable que l'autre, juste des sujets à pousser, à trader et à pouvoir approfondir de plus en plus. On le disait donc, format sur les ranges. Pour les ranges, il faut bien comprendre déjà que le principe d'un range, où on le trouve, ce range, on le trouve déjà dans, la plupart du temps, dans des zones d'accumulation ou des zones de distribution. Qu'est-ce que c'est? Donc les zones d'accumulation ou de distribution sont des zones où la tendance, le mouvement est incertain. Ça peut être soit sur une phase d'accumulation, donc au début d'une tendance suivie d'un fort flux, ou alors ça peut être en fin de mouvement, donc dans une zone de distribution qui lui va donner potentiellement naissance à un retournement de marché. Donc vous auriez ici à tout à gauche une phase d'accumulation pour la hausse et vous auriez tout en haut une phase de distribution pour la fin de la hausse et donc une phase d'accumulation pour la baisse. Voilà en gros le principe même d'un range. Donc on a un marché qui, rappelons-le, le marché bouge en fonction de la loi de l'offre et la demande, donc qui en fait ne va pas avoir de mouvement clé parce qu'il y a autant d'acheteurs et de vendeurs au moment présent, sur l'instant T, que ça soit un range sur du M1, du M5, du M15 jusqu'à du daily, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme d'habitude, on le sait très bien qu'en fonction des unités de temps, le range aura pas du tout la même importance, peu importe la figure technique de toute façon, ou même les indicateurs techniques que vous utilisez, en fonction de l'unité de temps, il n'y aura pas la même importance. C'est sûr qu'un range en 1 minute, si on fait déjà 10 pips en sortie de range, c'est déjà très très bien. Contrairement au H4, où par exemple le H4, ça va être plus 150, 200, 300 pips. Tout dépendra de la hauteur du range. Peu importe. Premièrement, première partie de la vidéo, c'est comment identifier et tracer un range. On l'avait déjà dit dans la vidéo auparavant, mais identifier un range, c'est à mon sens la chose la plus dure lorsqu'on parle justement de range. C'est simple en soi, entre guillemets bien sûr, de le trader par la suite si on attend une cassure, puisqu'il suffit d'avoir une cassure, tout bêtement, même si je vous ne recommande pas de trader les cassures, on le verra juste après, mais l'identification du range va déterminer en fait l'ensemble de vos trades et vos décisions futures. C'est sûr que si vous vous trompez du point bas ou vous trompez de point haut sur l'identification d'un range, ça va être très compliqué par la suite de rattraper ça parce que en analyse technique, on n'a pas forcément le droit à l'erreur et il faut arriver à identifier les bons niveaux pour pouvoir spéculer par la suite. Donc je prends par exemple le cas pour commencer de l'euro contre le dollar. Donc la paire Forex juste ici, la paire Forex la plus tradée. Rien de bien compliqué, on le voit ici avec un très très beau range. J'ai l'habitude d'identifier les ranges en orange. On a un bas qui contrôle la situation jusqu'à un plus haut juste là. Parce qu'on voit bien qu'on a des plus bas et des plus hauts qui dominent la situation, qui enferment le cours depuis maintenant presque plus d'un mois. Le mois de mai entier pour le moment sur l'euro-dollar se passe dans un range H1. Et on l'avait dit en vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier le point du milieu. Donc pour cela, j'ajoute un Fibonacci entre le plus bas et le plus haut. Et ça va me permettre de tracer juste là mon point médian. Donc les 50%, la moitié, le milieu du range en cours. Ce milieu de range, naturellement, va être énormément travaillé. On va pouvoir même le voir, que ce soit ici, que ce soit à plusieurs reprises dans ce pâté, puisque ça a formé un range dans un range, ce n'est pas du tout impossible. Que ce soit ici, ou que ce soit même un peu plus récent, c'est ce matin, voire même hier à 20 h. Donc vous voyez que l'identification de ce range reste assez simple. Par moment, vous aurez des ranges qui vont être très simples à l'identification parce qu'on a des plus hauts et des plus bas qui sont très bien visibles. Et par autre moment, on va le voir juste après sur le DAX, où ça va être beaucoup plus compliqué. Donc déjà, une fois qu'on a identifié le range, il va falloir bien sûr adopter et adapter une méthode de trading. Donc adopter une méthode de trading dans le sens où il va falloir avoir une méthode différente que l'on utilise d'habitude. Et il va falloir aussi adapter sa méthode, puisque forcément la gestion de risque ne sera pas la même, la façon d'intervenir ne sera pas la même, et l'analyse comportementale ne sera pas la même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans un premier temps déjà, bien sûr lorsqu'on a une stratégie, si vous utilisez une stratégie de trading
pour tous les contextes de marché, c'est sûr que ça va être compliqué d'être rentable sur le long terme. Puisque forcément, lorsqu'on utilise une stratégie, par exemple, pour vous prendre un exemple, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, je vous avais partagé une stratégie qui parlait du stochastique. Donc je vous avais partagé 4 moyennes mobiles, la 100, la 300, la 600, la 1000 en exponentielle, ainsi que le stochastique qui n'a pas changé, 11, 5, 3. Et je vous disais, en 1 minute, il était possible de prendre des trades de manière assez simple, mais comme d'habitude, parce que l'analyse est là, est présente, de prendre en fait des croisements stochastiques au-dessus des 80, en dessous des 20. C'est une stratégie de base pour surtout les débutants qui permet, c'est l'objectif, de pouvoir progresser par la suite sur des méthodes un petit peu plus développées, un petit peu plus complexes sur les marchés. Et cette méthode-là, bien sûr, en 1 minute, si vous utilisez, hop, on va aller sur le 1 minute, juste là, vous remarquerez que bien sûr, si on utilise cette méthode sur du 1 minute sans analyse, en ne se posant pas la question est-ce que je suis dans un range, c'est clair et net que vous allez multiplier déjà les positions, c'est-à-dire que déjà rien que dans ce sens-là, vous allez avoir de multiples positions, mais quand bien même vous, on va dire, la filtrer avec les 4 moyennes mobiles, vous n'allez clairement pas avoir la même probabilité de gain. Je le dis très souvent, mais en trading, on joue la probabilité. On ne peut pas connaître l'avenir à l'avance, d'où le fait aussi que les options binaires ne soient pas du trading de base, puisqu'on ne prédit pas l'avenir. On joue avec la probabilité. Donc la probabilité de base, bien sûr sur les marchés, elle sera complètement différente si on est dans un marché en tendance, ou si on est dans un marché en range. Si je vous pose la question, quelle est la probabilité de gain en range, bon, vous ne pourrez pas me répondre avec un chiffre exact, mais c'est clair et net qu'elle sera beaucoup moins importante que celle en tendance. Le principe même de la tendance, lorsqu'on est convergent, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un biais, lorsqu'on a un mouvement baissier, par exemple sur du M5, sur du H1, sur du daily par exemple, donc tous les unités de temps baissent sur des plus bas, forcément, à nous de suivre et à nous de vendre et faire que ça. Lorsqu'on est en tendance, c'est très difficile de se dire, bah tiens, moi je pense que ça va monter, moi je pense que ça va baisser, et ainsi de suite. Le principe même d'un range, comme je disais, c'est une zone d'accumulation. Donc cette zone d'accumulation-là, forcément, bah, on va avoir 2 scénarios. Soit on va éviter de trader en range, ce que je conseille à tous les débutants en trading. Quand je parle débutant, c'est quand vous avez entre 0 et 6 mois d'expérience. Évitez de trader le range parce que vous allez potentiellement vous faire massacrer. C'est très difficile de trader dans un range lorsqu'on n'a pas, on va dire, une analyse comportementale. Quand on parle d'analyse comportementale, c'est vraiment analyser comment le prix se comporte à l'instant T, que ce soit en tendance ou en range. Si vous avez un peu plus d'expérience, il est tout à fait possible de trader dans un range, mais bien sûr avec énormément de précautions. Pour cela, il va falloir identifier déjà le plus haut, le plus bas, le milieu, et il va falloir faire attention à ce prix. J'ai une piste de réflexion à vous proposer, et ensuite on mettra ça de côté, c'est déjà d'éviter de trader au milieu du range, mais de créer une zone de sécurité sur celui-ci. Par exemple, lorsqu'on a pris tout à l'heure le niveau Fibonacci, vous avez vu qu'on a plusieurs niveaux. Donc le 61,8, le 38,20, le 23,6, on a plusieurs d'autres niveaux que je n'utilise pas personnellement, qui peuvent être bien sûr travaillés en fonction de votre stratégie. Moi, ce que je vous propose, c'est pourquoi pas de créer une zone centrale sur un range et d'aller chercher donc le 38,20, hop, juste ici, et le 61,8. En fait, cette zone, donc cette tranche entre le milieu et le bas de notre zone centrale, correspond en gros à 23,6% de la hauteur totale. Donc en gros, on aurait 23,6 x 2. Et pour moi, en fait, cette zone, alors, je la trace pas personnellement parce que je suis habitué aussi à trader les ranges, mais c'est surtout pour ceux qui débutent et qui ne veulent pas se faire attraper, je vous déconseille très fortement de trader à l'intérieur de cette zone. Cette zone-là, ici, entre donc 1,1272 sur l'euro-dollar et 1,11704, est une zone où, bah, premièrement, on peut avoir pas mal de rebonds. Donc, si vous achetiez au plus bas et que vous espérez vendre au plus haut, la probabilité de gain ne va pas être énorme, et dans un deuxième temps, d'éviter de trader même sur les hauts de la zone. Vous pouvez le voir, ici, on a eu beaucoup de points de contact sur le bas, sur le haut de la zone, et à chaque fois ça a été la même chose, ça a toujours donné naissance à un marché avec de 1 beaucoup de mèches, et de 2 des hésitations énormes, c'est-à-dire qu'on a eu des bougies à l'achat, à la vente, haussier, baissier, ainsi de suite. On a fait que ça, on a vraiment fait que ça, et donc forcément la probabilité de gain n'est vraiment pas bonne. Pour quelqu'un qui débute sur les marchés et qui va vouloir spéculer à chaque fois, tout le temps, ça va être très difficile. Moi ce que je vous conseille,
j'en parlerai plus après, mais pour les débutants, c'est d'aller regarder ma vidéo sur les points pivots, sur le point pivot journalier surtout, et que vous puissiez un petit peu travailler là-dessus. Ça va vous permettre d'identifier des phases de marché où il y a du potentiel mouvement, et de trader uniquement dans le mouvement pour débuter. Et quand vous aurez plus d'expérience, vous pourrez revenir trader un marché pareil pour un peu plus spéculer dessus. Donc, ce range-là, déjà, premièrement, piste de réflexion, évitons de trader sur le milieu. Le milieu, une zone très incertaine pour d'éventuelles positions, parce qu'encore une fois, la probabilité de gain n'est pas bonne. Deuxième piste de réflexion, c'est un indicateur. Alors les indicateurs, beaucoup vont dire oui, les indicateurs c'est pas bon, et ainsi de suite, mais les indicateurs donnent des informations pertinentes que des fois le prix ne donne pas. Exemple par rapport au RSI. Le RSI, Relative Strength Index, qui va mesurer la vitesse du cours, donc là on est en 14, qui va mesurer la vitesse du cours avec les 14 dernières périodes. Et ce RSI-là, en fait, par rapport toujours aux zones d'extrémum, donc les zones hautes et basses, 70 et 30, lui va potentiellement nous donner des moments où le marché peut éventuellement se retourner. On ne peut pas dire il va se retourner parce qu'on n'est pas sûr, et ça ne dépend pas du RSI, c'est pas le RSI qui dit ça va se retourner maintenant. Le prix se retourne par la suite, mais le RSI nous donne uniquement l'indication. Ça, cette indication-là, vous ne l'avez pas si vous tradez uniquement grâce au prix. Donc la complémentarité des indicateurs techniques et du price action, donc du trading avec le prix uniquement, peut être intéressante dans certaines situations, notamment dans celle des ranges. La piste de réflexion que je vous propose, c'est de se dire, ok, si quitte à trader dans un range, autant trader dans les phases inverses. C'est-à-dire que si je suis dans la partie supérieure d'un range, au lieu d'acheter, je vais plutôt essayer de chercher de la vente dans les cas extrêmes, aussi bien ici, dans cette partie haute, que dans la partie basse, où je vais essayer de payer les bas de range, où je vais essayer de payer dans les zones en bas du range, suivant ce que les indicateurs aussi m'indiquent, et après à moi d'affiner avec ma propre stratégie. Donc par exemple, sur le range de l'euro-dollar, on va pouvoir voir qu'en gros, je vais l'identifier en rouge, même en bleu d'ailleurs, c'est plus simple. En bleu, on va identifier tous les moments où le RSI, à partir du range, nous donne une configuration de retournement. Alors bien sûr, pour identifier ce range, on ne peut pas se dire qu'on l'a identifié dès maintenant. Tout ceci est un exemple, encore une fois, et ne sert que de théorie et moitié pratique, puisque j'estime qu'à partir, d'en gros, de ce moment-là, donc c'est dans cette période-là, on pouvait estimer qu'après le vendredi 3 mai à 14 h, quelques heures près bien sûr, nous pouvions officiellement nous dire nous étions range, parce qu'on voyait qu'on avait un marché qui hésitait entre le plus haut et le dernier plus bas. Donc forcément on se dit ok, on a un range, si on cassait le dernier plus bas, le range aurait été invalidé, on aurait continué le mouvement en cours baissier, mais dans tous les cas là on était dans un range. Enfin bref, vous m'avez compris, tout ceci est encore une fois un exemple. On va identifier donc toutes les périodes où le RSI a tapé au-dessus des 70 et en dessous des 30. Je vais prendre par exemple ce moment-là, je vais prendre ce moment-là, on demande juste une touchette, c'est vraiment juste une touchette, pour vous faire comprendre un petit peu à quel point déjà un indicateur peut être intéressant, mais lorsqu'il est bien utilisé, il peut réellement s'avérer rentable, mais comme d'habitude, c'est toujours de comment on va s'en servir. Hop, ici et juste là. Voilà, parfait. Nous avons donc 2, 4, 6, 8 et un 9. Nous avons 9 points de contact sur le RSI. Voyons maintenant par rapport au prix à l'instant T où ça a été tapé. Ça a été tapé ici, ça a été tapé juste là, et non pas ici, puisque là du coup si on shortait le marché, on aurait très sûrement été perdant. Ça a été fait juste là, ça a été fait ici, ça a été fait donc juste là, juste ici, hop, dans cette période-là, juste avant et pendant qu'on tourne la vidéo, juste là. Voilà ce que l'on obtient pardon, sur le marché. Je vais supprimer les flèches et les rectangles noirs que l'on a tracés pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. On peut voir des bons signaux comme on peut voir des mauvais signaux. Alors comme d'habitude, le but c'est pas de prendre uniquement le trade parce que le RSI a tapé le 70. Après il faut bien sûr affiner sa position, c'est-à-dire qu'il faut aller
sur des unités de temps inférieures et essayer de mieux travailler son entrée. Exemple, on peut attendre une vente parce qu'on a une figure technique, on a, je sais pas, une pénétrante baissière, un avalement baissier, un rami, et ainsi de suite, ou alors on peut attendre, je sais pas, une cassure de tel niveau, on peut attendre un croisement stochastique justement peut-être en 15 minutes. Ce sont des petites choses supplémentaires qui vont améliorer votre point d'entrée. Le principal, dans un premier temps, c'est de savoir à quel moment potentiellement on peut se retourner. Après, on va aller chercher le timing plus tard. Parmi tous ces points et ces points bas, on va pouvoir identifier quels sont les plus intéressants. Pour cela, je vais aller activer les flèches, donc option plateforme, pour ceux qui utilisent la plateforme Pro Realtime, fenêtre principale, et signal d'achat et signal de vente. Hop, ici, la petite habitude. On a un achat qui aurait été assez intéressant. On a une vente, on a une nouvelle vente, un achat, ainsi que deux ventes. Alors pour faire simple déjà, éliminons d'office tous les points d'entrée qui sont à l'intérieur de la zone. La plupart du temps, ces points d'entrée-là vont être très incertains, et comme on l'a dit précédemment, la probabilité de gain d'un point d'entrée sur le milieu d'un range est assez faible, et donc en l'occurrence vraiment pas bonne. Quand vous avez un trade où vous savez quasiment approximativement que vous avez peut-être 30% de chance de gagner, plutôt dire probabilité au lieu de chance, hein, vous avez compris quand j'utilise le mot chance, 30% de probabilité de gain, est-ce réellement, est-ce que c'est vraiment une bonne opportunité finalement? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Alors si on a une stratégie qui est tout le temps rentable à 30% du temps, mais qu'on gagne 5 fois l'investissement de départ sur une position, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas dans un range. Dans un range, les mouvements, encore une fois, au milieu, sont tellement incertains qu'au niveau du ratio, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir avoir des stop-loss un peu plus larges pour combler peut-être des mèches de marché. C'est-à-dire que le marché peut très bien faire une mèche à la hausse, puis ensuite partir à la baisse si vous êtes à la vente, et vous donc stopper sur le stop-loss, puis repartir dans votre point d'entrée. Donc c'est toujours délicat. Donc tous les points d'entrée au milieu, on va les supprimer, on va les balayer. Ça tombe bien, pourquoi? Parce qu'il y en a 4, ces deux ici et ces deux là, et parmi ces 4 points d'entrée, seulement un est gagnant. Donc vous le voyez d'un coup déjà, que sur 3 points d'entrée, sur 4 points d'entrée, on balaye, hop, 3 pertes, dont un gain. Avec, en soi, imaginons, supposons que nous avions un trade, je sais pas, ici, avec un stop loss peut-être à 20 pips, le plus haut du marché aurait été à 38. Donc ça ne suffit même pas pour aller chercher un ratio minimum de 2. Donc dans tous les cas, c'était perdant si on prenait les 4 signaux. À la suite de cela, vous voyez déjà que les signaux s'affinent un peu plus. Supprimons celui-ci à gauche, puisque malheureusement, ce n'est pas un trade qui aura été détecté avant d'identifier le range. Et supprimons celui-ci aussi, parce que par la même occasion, on n'aurait pas pu détecter le range. On balaye, on essaie d'avoir l'exemple le plus probable possible sur les marchés financiers en temps réel. Donc vous voyez déjà qu'on identifie, on met de côté beaucoup d'opportunités. La première opportunité qu'on a détectée, c'était celle-ci à la vente, mais même avec un stop loss à 20 pips, juste là, le temps que cela confirme, qu'on soit short ici ou qu'on soit short là, dans tous les cas, 20 pips, aussi bien là qu'aussi bien ici, c'était beaucoup trop peu, et le marché est venu chercher en mèche pour repartir ensuite à la vente. Donc on vient chercher le stop loss et on repart dans le sens de la tendance qu'on aurait éventuellement détectée. Donc ça, c'était de la perte. Puis ensuite, à l'achat, on aurait pu possiblement acheter le marché, 20 pips de stop loss, peut-être pour aller chercher le milieu à 27 pips. Ça aurait été un gain, perte, gain, ça fait quasiment break-even, donc c'est-à-dire quasiment à zéro, donc en fait on supprime rien du tout. Maintenant on arrive à ces 3 trades potentiels, on arrive plutôt même à ces 3 points d'entrée potentiels, qui eux vont être très très intéressants. Bien sûr la logique veut que plus on s'approche d'un extrême de range, et plus la probabilité du marché s'inverse. C'est-à-dire qu'on peut avoir des retournements de marché, plus on va chercher le haut du range, et plus on va avoir une probabilité que le marché se retourne et vienne peut-être rechercher finalement son centre de gravité, puisqu'il gravite au milieu d'un range, donc son niveau médian. Vous le remarquerez, la différence entre ce trade-là et ce trade-là, elle est flagrante. Ici, on est sur un point d'entrée après une bougie assez haussière d'impulsive, le marché corrige à hauteur d'au moins 50% du mouvement.
le marché repart à la hausse. Donc si vous étiez dans une optique de shorter ici et d'aller chercher le milieu de range, bah pour le coup c'est loupé. Peut-être que vous auriez eu le temps de mettre vos stop loss sur votre point d'entrée, mais le marché au plus bas, vous auriez fait une opération latente, donc en cours, de 20 pips. Si vous émettez un stop loss sur votre point d'entrée lorsque vous atteignez le ratio de 1, donc 20 pips plus 20 pips en gain, vous auriez pu donc ne pas perdre votre position, mais ne pas la gagner dans la même occasion. Donc en fait, vous n'aurez pas été positif que ça. Par contre, la deuxième position, elle, se rapproche énormément de la partie haute du range, et donc forcément la probabilité est beaucoup plus importante de se retourner. Et vous le remarquerez que, hop, à la confirmation, une bougie rouge passée, on va pouvoir zoomer, une bougie rouge passée, on a une belle bougie impulsive à la haute, une bougie qui monte énormément, qui s'épuise, confirmation avec le RSI qui tape au-dessus de 70 et qui repart un petit peu à la baisse, donc on attend bien une bougie rouge idéalement pour confirmer soit un essoufflement, soit un petit retournement, un début de retournement du moins. On peut shorter ici avec 20 pips par exemple, 20 pips ça nous donne un stop juste là, donc on aurait, hop, un short, on va mettre ça en vert, un short ici, avec un stop loss à ce niveau-là, et donc idéalement, un objectif, par exemple, soit sur le premier niveau du milieu central, ou alors le milieu central en lui-même. Donc personnellement, quand je vais trader le range, je vais idéalement chercher le milieu du range, pas le haut central, le milieu du range, déjà parce que en général c'est extrêmement bien travaillé, mais c'est surtout qu'en gros, on a un ratio plus élevé. Je prends le trade, 20 pips de perte potentielle, gain potentiel 67,2. Si on prend la calculette, on va chercher le ratio exact, 67,2 moins, on n'oublie pas le spread, qui est à 0,6 points actuellement sur IG et sur l'euro-dollar, divisé donc, je disais, par 20 pips, et on obtient un ratio de 3,33. Donc ce ratio-là, bien sûr, il est extrêmement confortable, et il vous permet, on va le noter, ratio 3,33, et vous permet en fait de profiter de mouvements de marché en retournement. Ça, pour moi, c'est un trading de contre-tendance qui reste relativement sain. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de trader en contre-tendance dans un contexte précis. Le contexte précis, c'est on est dans un range. Trader, et ça je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous, et moi le premier ça m'est arrivé quand j'ai débuté en trading, c'est que ici, soit on anticipe une cassure à la hausse du range, et donc dès que ça commence à monter, on se dit bah tiens, j'achète le marché parce que moi je pense que ça va casser le range, sauf qu'il y a une règle très importante en trading qui dit qu'en gros, on n'achète pas une résistance. Là, ici, là, ce niveau-là, ce niveau-là, vous ne le payez pas, vous n'achetez pas les 1,12,653 tant que l'on ne l'a pas cassé. Ça, c'est une règle fondamentale, on n'achète pas une résistance. Donc, tant qu'on est en dessous, oui, on peut acheter le marché, mais non, on ne peut pas viser au-dessus de cette résistance. À la limite que vous me dites, oui, j'achète ici pour aller chercher le haut, pourquoi pas? Et encore, comme d'habitude, ça reste risqué parce qu'on est dans un range. Mais que vous me dites, j'achète ici parce que je pense qu'on aura une cassure et je vais chercher plus haut, non, on n'achète pas une résistance et on ne vend pas non plus un support. Donc ce retournement-là, en termes de probabilité, il est déjà beaucoup plus intéressant. Non seulement parce qu'on est dans un haut de range, deuxièmement parce qu'on a ici un RSI qui donne un mouvement d'essoufflement, et aussi troisièmement, parce qu'on serait potentiellement, attention, regardez bien, dans une divergence. Dans une divergence, j'en dis pas plus. Ici, un marché qui fait 3 sommets haussiers, et ici, un RSI qui part plutôt à la baisse. Ça, c'est signe d'une faiblesse, d'un affaiblissement du mouvement en cours. Qui dit affaiblissement dans un range, dit potentiel retournement. Et là, par rapport à un achat potentiel, vous avez accumulé 3 informations différentes de baisse. Rien que pour une analyse aussi simple que celle-ci, vous avez 3 niveaux de baisse, 3 informations baissières qui viennent en fait augmenter votre probabilité de gain. C'est comme ça que vous devez réfléchir à chaque fois que vous tradez. Est-ce que mon trade a une probabilité intéressante ou pas? Et je cherche le oui, le pour et le contre. Je cherche le pour. Le pour, on vient de le dire, divergence, RSI, haut de range. Ok, ça fait 3 pour. Pourquoi je ne vendrai pas ici? Est-ce qu'il y a un contre? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle je ne vendrai pas ici? Seule raison que je vois moi personnellement, c'est parce qu'on a une bougie qui monte. Voilà. Est-ce que c'est vraiment
un élément pertinent pour nous dire réellement, pour nous freiner vraiment dans notre vente? Moi je considère que non. Après toute l'expérience que j'ai eue sur ce genre de bougie, au contraire, je dirais même que c'est un oui, parce qu'en général une bougie qui monte rapidement, ça s'affaiblit aussi rapidement, et donc ça nous rajouterait peut-être même une 4e information baissière. Donc, vous voyez déjà à quel point, sur un range, on peut se faire plaisir à trader dessus, on peut littéralement faire des bonnes performances, à condition de filtrer les positions, à condition d'identifier à quel moment réellement je peux trader. Dans la partie haute, ou dans la partie un petit peu moins haute, donc plus la partie basse. Et le même exemple est validé aussi, ici, donc hier, le même exemple juste là. Alors, exemple, oui ou non, pourquoi? Parce que si on respecte bien le RSI, on aurait dû rentrer sur une position ici, et donc on se serait largement sortir sur les marchés, à cause de la mèche. Sans la mèche, la position est quand même intéressante. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, on intervient sur une partie un peu plus basse du prix, et encore une fois, la partie basse n'est pas encore assez basse, il aurait mieux fallu aller chercher peut-être des points d'entrée dans la zone autour des 1,112, mais cette partie basse-là nous est donnée déjà en étant en dessous du milieu central du range, mais aussi en étant sur la partie basse, donc dans la zone de survente du RSI, donc en dessous des 30. On a eu un top au plus bas, ici à 28,13. Et ce marché-là nous donne encore une fois un affaiblissement de la tendance, et c'est à nous potentiellement d'aller essayer de chercher des achats, et comme je vous le disais tout à l'heure, pas forcément en H1, mais d'aller chercher en M15, en M30, en M5, en M1, mais d'affiner des positions pour avoir non seulement une information baissière, ici par exemple, de se dire ok là je peux potentiellement vendre, mais d'avoir aussi le meilleur point d'entrée sur les petits UT. Dans tous les cas, le plus important c'est pas de se concentrer sur le point d'entrée dans un premier temps, mais c'est surtout de se concentrer sur l'analyse. Une fois que vous avez détecté ça, que votre point d'entrée soit bon ou mauvais, votre probabilité est bonne et dans votre sens. Donc j'ai envie de vous dire que vous ayez 5 pips au-dessus ou 5 pips en dessous, si votre stop loss est quand même assez correct, c'est pas un stop loss serré à 5 pips, si vous avez un stop loss correct, 20 pips par exemple sur du H1 sur l'euro-dollar, et bien normalement vous gagnez votre position. Mais bien sûr, là où vous allez pouvoir essayer de gagner le plus possible, c'est par la suite d'affiner, d'avoir les meilleurs points d'entrée possibles sur des plus petites UT. Donc vous voyez déjà sur l'euro-dollar que c'est assez flagrant. Quand on élimine tous les points d'entrée potentiels d'extrême de RSI et qu'on le mélange avec l'analyse technique, en tout cas une analyse technique très simpliste, il faudrait la pousser beaucoup plus pour arriver à mieux identifier nos niveaux clés, nos points d'entrée intéressants, eh bien on pourrait peut-être avoir des choses encore bien plus rentables que cela. On va prendre l'exemple maintenant du DAX. Alors l'exemple du DAX, j'avais identifié ce range qui était super intéressant, mais qui est compliqué à la lecture. Vous le voyez, ce range-là, il est très difficile parce que ça a été un marché, alors certes fortement haussier depuis 2019, on l'a vu, il y a eu d'énormes hausses, mais c'est vrai que à partir de milieu mai, on va dire plutôt milieu avril, et tout le mois de mai en soi, ça a été très difficile d'identifier vraiment les moments où on partait encore à la hausse, parce qu'on a eu beaucoup de patterns comme ici, comme ici, comme ici, comme ici, comme là, et ainsi de suite. On a eu beaucoup de patterns de hausse, puis d'hésitation, puis de hausse, puis d'hésitation, et ainsi de suite, ainsi de suite. En soi, selon la théorie de dos, comme d'habitude, le marché est censé monter comme ici, et en fait est censé pullback à chaque fois, et ainsi de suite. Bon, vous savez très bien, comme d'habitude, que ça c'est théorique. La première fois que j'ai appris cela, je me suis dit, ok, ça peut être la même chose partout, et j'ai essayé de faire ça à chaque fois, et je me suis fait dégommer, bien sûr, et bien évidemment, ça paraît tout à fait logique. Je ne dis pas que ce n'est pas probable, au contraire, c'est tout à fait possible, mais c'est bien plus compliqué que ça en soi, parce que ça dépend du marché, l'humeur du marché, les variations du marché, l'état dans lequel se situe le marché, et ainsi de suite. Bref, ce range, pour moi, il est intéressant, parce qu'il offre aussi des opportunités intéressantes, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc ce range, pour moi, il va être dans cette période-là. Vous voyez, cette période-là, voilà où est, à mon sens, le range. Alors pourquoi ce haut-là et pourquoi pas ce haut-là? J'ai envie de vous dire, les deux sont les bonnes réponses. Pourquoi? Parce que on avait un début de range, et le marché, et c'est pour ça que par moment l'identification d'un range est très difficile, c'est que le marché sort un peu de son range et crée une sorte de range intermédiaire.
sort du range et crée un nouveau range intermédiaire. Donc c'est pour ça que cette situation-là m'intéresse, pour vous montrer que les ranges, c'est pas comme tout le temps l'euro-dollar ici, où c'est un point bas, un point haut, on prend le milieu, on achète, on vend, et puis tout le monde est content. Non, là ici, on est dans une situation où c'est vraiment beaucoup plus difficile à trader. Quand bien même si on suit une méthode, par exemple la méthode, donc la piste de réflexion que je vous propose, on peut arriver déjà à décortiquer quelques petits faux signaux, donc petites fausses pistes. Imaginons donc qu'on a le range principal. On ajoutera les autres ranges pour voir un petit peu, pour comparer. Le range principal, donc, s'identifie ici par le bas. Pourquoi pas ici? Parce que, tout bêtement, on était sur un niveau beaucoup plus bas. Chacun a sa propre façon d'analyser le range. Pour moi, à l'instant T, il était ici. Sur ce range-là, hop, on va identifier donc le milieu, qui va se situer sur le DAX, exactement 12 295 points, et on va ajouter le RSI. Le RSI nous donne certes des signaux, des, on va dire, alertes, ou même des informations de retournement potentiel. J'estime qu'à partir donc, de ce moment-là, on peut considérer qu'on est en range, puisque le marché ne va pas chercher plus haut que son dernier plus haut, et plus bas que son dernier plus bas, puisqu'on a une invalidation de la cassure du dernier plus bas. Le marché vient en fait ranger autour d'un petit pâté qu'il a fait sur les 12 290 points, en gros, 12 300 pour arrondir à un chiffre rond. Et là on se dit, ok, bon, on n'a pas de tendance pour l'instant, eh bien on va trader à l'humeur du range. L'humeur du range, avec le RSI, ça a été là, ça a été là, ça a été ici, ça a été là, ici et là. Dans cette configuration-là, pareil, hein, même chose, même principe hein, dans le range, juste ici, juste là, hop, ici, ici, et donc, où ça, ici. Voilà, nickel. Alors, premier élément, bon, celui-ci, on peut le supprimer, puisque, bon, effectivement, c'est le point qui nous sert de tracer le range, donc ça ne sera pas le meilleur exemple. Même exemple que tout à l'heure. On a un premier point de contact sur le RSI, qui vient chercher au maximum les 71,2, et un deuxième point de contact au plus haut, au-dessus des 70, qui vient chercher 77,1. Et ces deux points de contact-là sont bien différents. Parce que, comme d'habitude, en fonction de la hauteur où se trouve le marché par rapport au range, ici on aura un plus haut qui, bon, n'est pas non plus extrême, mais ici on aura une sortie de range qui repartira dans son niveau d'extrémité. Si on vient chercher aussi, hop, si on vient chercher la zone centrale, hop, la zone centrale, exactement là, et bien dans cette zone centrale, on peut voir qu'on a eu énormément de travail, et qu'à chaque fois, en général, ça donnait naissance à des petits retournements, mais surtout des retournements assez dégueulasses. On va pas se le cacher, vous le voyez ici, hein, il n'y a pas besoin de zoomer sur des petits UT, on le voit qu'en gros, le marché, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, il y a des mèches immenses, ici c'est pareil, des mèches immenses, des mèches de partout. Ça c'est clair que pour un trader débutant, s'il est sur du M1 et il ne bouge pas de son M1, il se fait mais dégommer, dénoyauter de partout, c'est tout à fait logique. Le but, hein, le principal quand vous allez trader, c'est pas de commencer direct sur du M1 et de vous dire, bah tiens, moi je trade le M1, point barre. Non, quand vous tradez le M1 par exemple, vous allez chercher beaucoup d'unités de temps, vous allez regarder tous vos unités de temps principaux, donc mensuel, hebdo, journalier, H4, H1, M15, vous allez regarder un petit peu ce qui se passe sur ces unités de temps là. Si vous n'avez pas identifié ce range au préalable, c'est normal de se faire dénoyauter tout ce qui est dans tous les trades qui sont au milieu du range central. Et je vous invite à regarder toutes les positions que vous avez faites ces derniers temps. Je suis quasiment sûr que beaucoup de perdantes sont situées dans les zones principales, dans les zones centrales, lorsqu'on est dans un range. C'est normal, encore une fois, parce que la probabilité de gain n'est pas bonne. Vous remarquerez que voilà, si on cherche plutôt à trader à l'inverse, donc en contre-tendance, la probabilité de gain, même si on doit identifier ce marché-là, c'est pas grave, la probabilité de gain de trader en contre-tendance dans un marché pareil est déjà beaucoup plus intéressante, parce qu'on vient peut-être potentiellement chercher des plus hauts et des plus bas, donc forcément, qui dit plus haut plus bas dit des stop-loss plus faibles, et aussi des ratios plus élevés. Contrairement à un trading
ici où on va chercher des hauts ou des bas, ou alors ici dans le milieu principal, forcément, si vous tradez par exemple, je sais pas, un rebond à l'achat ici, votre stop loss, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre à 10 points. Votre stop loss, il faut que vous le mettiez peut-être à 20-30 pips sur le DAX. Et 20-30 pips sur le DAX, peut-être que des fois ça peut faire énorme, et peut-être que ça peut être touché au pip près, ou tout bêtement, ça peut aller directement chercher votre stop et ranger dans la zone, comme ça l'a fait juste ici. Alors que sur des mouvements en contre-tendance, ici, si vous mettez déjà 15-20 pips, c'est déjà largement suffisant. Si vous estimez que le moment où le point d'entrée que vous allez avoir est quasiment un des points d'entrée les plus hauts, à l'instant même. Donc vous voyez un petit peu à quel point trader en tendance peut être moins rentable par moment que le trading de contre-tendance. Si vous faites du trading de contre-tendance dans un marché en tendance, la probabilité de gain n'est pas aussi bonne qu'un trading de tendance dans un marché en tendance. Et inversement, si vous tradez de la contre-tendance dans un marché en tendance, et ainsi de suite, bon, je ne peux pas vous la refaire, mais vous avez très bien compris le principe. Et ça, c'est vraiment le principe même du trading, c'est savoir s'adapter. Beaucoup de traders, quand ils vont commencer, ou même qui vont arriver à trader 1 an, 2 ans, 3 ans après, surtout en autodidacte, c'est ça le plus compliqué, malheureusement, c'est de jamais savoir, en fait, de quelle manière trader. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Comment je prends position? Où je prends position? Bah déjà, on doit avoir la réflexion suivante. Lorsque je suis en tendance, je cherche des points bas dans une tendance haussière, et ainsi de suite. Bien que ça soit très théorique, au moins je sais ce que je dois faire. Et lorsque je suis dans un marché en range, je vais plus aller chercher de la contre-tendance. Et rien qu'en changeant cela dans votre trading, ça va clairement changer votre état d'esprit et votre manière de voir les choses. Parce qu'à partir du moment où vous dites « Ok, c'est à moi de m'adapter, c'est pas au marché de m'adapter », bah c'est clair que beaucoup de choses vont changer normalement, et je l'espère, dans votre trading. J'ai beaucoup réfléchi comme ça, moi aussi, au début, me dire « Ok, je vais trader tout le temps de la même manière, et c'est au marché de m'adapter. » Et aussi bête que ça l'était, bah, le marché ne vous attend pas. Hein. C'est pas du haut de votre capital à 500 € que le marché va vous respecter. C'est tout à fait logique. J'ai commencé avec 300 €. Je me suis dit, bon, 300 €, limite, je vais pouvoir faire bouger le cours. Bon, alors, deux choses, pas du tout. Et de deux, on est en CFD, donc non, encore moins. Quand bien même, vous le voyez, la différence entre ces deux points d'entrée est quand même assez flagrante. C'est toujours le même principe. Quand on cherche de la contre-tendance, on cherche des excès de marché. J'en dirai pas plus, tout le reste quand même une stratégie, on va dire, une stratégie qu'on a mis au point avec ICT, donc que j'enseigne dans la formation ICT. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker le programme complet sur le site www.ictfinance.website. Mais voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir en parler simplement. Deuxième partie, juste là, ça va être le range supplémentaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un range supplémentaire. Donc déjà, ce point d'entrée là, est-ce qu'il est intéressant? Il intervient à 20 h, le marché commence à partir à la baisse, donc trader déjà à 21 h 30, c'est-à-dire vraiment à la fermeture quasiment du futur, vraiment pas top. Est-ce que ça vaut le coup de vendre tout en haut au début? Je ne sais pas, à l'instant T c'est très compliqué de le savoir, et encore moins quand le marché est férié, puisqu'on était le 1er mai, même s'il y a de la cotation, officiellement les marchés sont fériés, donc si vous tradez dans un marché pareil, clairement, 100% vous faites dénoyauter, puisque bah, c'est des cotations purement CFD. Donc là, c'est purement de la spéculation inventive. Je vais identifier mon deuxième range, qui se situe ici, donc le plus haut et le plus bas, juste là. Je vais tracer hop, le milieu, donc je vais supprimer cela. Je vais tracer le milieu du range, qui se situe là. Oui, ici. Et je vais prendre le plus haut et le plus bas avec ma zone centrale ici. Rappelez-vous que la zone centrale, c'est encore une fois qu'une façon de penser que je vous propose, et ce n'est pas une stratégie à part entière, ou c'est pas quelque chose qui existe réellement. Ça, encore une fois, c'est de l'analyse comportementale. Je supprime le range, et on a effectivement un nouveau range. Ce nouveau range-là va donner naissance à beaucoup d'extrêmes qui vont être plus ou moins travaillés. Déjà cet extrême-là que l'on a vu, qui est férié sur les marchés financiers, mais qu'on retrouve par la suite ici, et que l'on retrouve là, qui malheureusement ne sera pas confirmé par le RSI. Ce point à l'extrême, milieu de range, le marché rebondit à la hausse, mais en termes de probabilité de gain, nous sommes clairement pas bons.
Donc quand bien même dans un marché aussi difficile que celui-ci, intervenir sur des plus hauts de range ou dans les parties inférieures, donc là en l'occurrence on n'a pas eu de travail sur la partie inférieure, et travailler sur des parties haussières du marché pour la contre-tendance peut s'avérer, vous le voyez ici, beaucoup plus que payant. Pas aller chercher une sortie de range, parce que vous le voyez à chaque fois que les sorties de range, la plupart du temps, ça repart dans le sens inverse, mais plutôt d'aller chercher le retournement du range pour revenir chercher le centre de gravité, donc qui est son milieu, ici coté à 12 320 points sur le DAX toujours, milieu du range court terme entre le 29 avril et le 3 mai. Et sur ce genre de position, si on arrive ensuite à identifier avec une stratégie de retournement, on pourrait profiter à peu près de 60 pips. Donc 60 pips une fois, 60 pips deux fois, vous remarquerez c'est quand même beaucoup plus rentable. Alors bien sûr c'est pas tout le temps rentable, hein. Ici si on vendait le marché repart à la hausse, et puis finalement gap énormément à la baisse, mais dans tous les cas, hein, tout ça c'était dû à la guerre, la reprise de la guerre commerciale américaine et chinoise, mais dans tous les cas, le principe est toujours la même. Les retournements sont beaucoup plus rentables que trading de tendance sur des marchés en règle. Ça c'est vraiment la chose sur laquelle j'aimerais que vous puissiez réfléchir à la fin de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo pendant le week-end, tant mieux. Le plus important ça va être maintenant d'aller regarder des graphiques, de faire des tests. La manière dont j'ai progressé de mon côté, puisque je suis autodidacte aussi, c'est de vraiment pouvoir, ça a vraiment été de prendre des exemples, prendre des vidéos sur YouTube, l'écouter, réfléchir, philosopher dessus finalement, et prendre ensuite d'autres exemples sur le marché, indice, forex, peu importe, et d'essayer de trouver peut-être une stratégie, peut-être trouver des similitudes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dernier exemple, on finira cette vidéo avec celui-ci, range juste là, on pourrait identifier un range juste ici, d'accord? On va aller chercher le bas, le haut, on va tracer le milieu, donc on peut aller un peu plus vite quand même, maintenant vous avez compris le système même, et donc la piste de réflexion que je vous proposais, les 23,6%, hein, 23,6% autour du milieu, et là effectivement on a un marché. Tout ce qui se passe à l'intérieur, on le voit, bougie hausse, baisse, ici on a un pâté, ici c'est du pâté, enfin bref, c'est inintéressant, mais toujours confirmé avec le RSI. Donc le RSI, en bleu, bim, 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 là, alors là pour le coup non, mais et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ça a été tapé les 70? Ça a été à 69,6, donc ça n'a pas tapé les 70. On a donc 4 opportunités, 4 alertes supplémentaires. Là, là, ici, et enfin là. Et à chaque fois, comme d'habitude, hein, quand on enlève le point au milieu, parce que là, finalement, la première fois qu'on a été sous les 30, ça a été exactement là, donc on a été au milieu, je supprime, et bien on se rend compte que les 3 points à l'extrême nous aurait potentiellement donné, si encore une fois vous avez la stratégie de contre-tendance, c'est une stratégie de contre-tendance qu'il faudra construire par la suite. Une fois que vous avez cette vision de marché, il faut construire l'analyse, il faut construire votre stratégie de contre-tendance pour pouvoir opérer sur les marchés, et bien on remarquera qu'on pourra à chaque fois aller chercher peut-être un achat jusqu'au milieu, une vente jusqu'au milieu, et un achat jusqu'au milieu. Alors bien sûr, oui, on peut aller viser plus bas par la suite, mais à mon sens, le plus intéressant, c'est ce que j'enseigne aussi, c'est allez viser déjà dans un premier temps TP1, donc votre premier objectif, le milieu, pour la sécurité. Vous remarquerez que donc, sur tous les trades, on n'a pas été chercher le plus bas sur le mouvement impulsif en cours. Premier trade, on a été parti plus haut, on est revenu plus bas, on repart plus haut, pareil ici, on part quasiment frôler le plus bas, on fait un énorme mouvement de contre-tendance ici de 70 pips, on repart ensuite, ça gape à la baisse, donc là vous vous exposez à rester sur les marchés de nuit, ça gape à la baisse, on vient chercher, vous prenez votre TP2. Vous rachetez TP1 et puis TP2 avec aussi un gap assez important, donc vous voyez ça, ce sont des périodes de stress assez importants, vraiment très très importants. Quand bien même, objectif numéro 1, juste là, ça va être objectif TP1, milieu de range. Et ces milieux de range là vont être carrément intéressants pour pouvoir trader de manière sécurisée. Quand on regarde un petit peu la hauteur du range, on s'aperçoit qu'entre le bas et le milieu, il y a à peu près 60 pips. Donc si vous faites ne serait-ce que 60 pips au moins une fois parmi ces 3 points de contact,
bah, c'est très intéressant déjà même pour faire un objectif semaine. C'est-à-dire que quand on parle d'objectif semaine, si vous avez une limite de gain de, je sais pas, 3%, imaginons, si votre limite de gain c'est 3% par semaine, ce qui correspondrait à 12% par mois, ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, ce qui est énorme même, et bien dans ce cas-là, si vous risquez, je sais pas, 1,5% par position, ce qui est un risque correct, pas aller chercher plus loin, 1,5%, voire limite 2 si vous êtes sur un très petit capital, 2% dans un marché pareil, vous allez chercher peut-être, je sais pas, un stop loss à 20 pips, ce qui est déjà très très bien, et bien vous allez ensuite avoir 55 pips, donc 2,5% de ratio. Donc finalement, vous investissez 2%, vous en récupérez 5,5. Finalement, vous investissez 1%, vous en récupérez quasiment 3. Vous voyez que sur des trades en contre-tendance, on peut être beaucoup plus rentable que la tendance, à condition d'avoir une manière différente de voir les choses. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Il faut vraiment que vous compreniez l'élément principal de cette vidéo, c'est pas de vous proposer une stratégie de trading, c'est pas de vous dire maintenant vous allez faire ça, ça, ça. L'idée principale de ces vidéos, lorsque je parle d'astuces de trading, c'est de vous montrer une façon différente de voir les choses. Si vous écoutez encore jusqu'ici à la fin de cette vidéo, déjà c'est que vous êtes, je l'espère, déterminé à changer votre façon de trading pour espérer être rentable, c'est l'objectif de tout trader, mais c'est de pouvoir aussi avoir d'autres manières, d'autres visions de marché. Et cette vision de marché, elle est simple et elle est partagée par beaucoup de traders pros, c'est encore une fois, c'est de toujours savoir s'adapter en fonction du marché. Si vous avez encore une fois une stratégie unique au jour d'aujourd'hui, il va falloir vous développer. Premier élément, moi ce que je vous conseille, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, si vous débutez, mais vraiment vous débutez, essayez de chercher uniquement des marchés en tendance. C'est-à-dire que n'allez pas chercher de la contre-tendance. La contre-tendance, lorsqu'on ne sait pas encore bien trader, c'est quelque chose qui peut vous faire extrêmement mal et qui, moi, m'a fait perdre beaucoup d'argent. Le trading de tendance, il y a, je mets bien des grosses guillemets, rien de plus simple. Quand je dis rien de plus simple, c'est-à-dire que une fois que vous avez identifié votre tendance, il suffit ensuite d'identifier les niveaux clés pour casser ces niveaux clés, pour avoir du flux, donc un mouvement assez important. Et donc par la suite, il va falloir avoir une stratégie de tendance. Et typiquement la stratégie que je vous ai partagée avec les stochastiques et L4MM peut être rentable si vous identifiez un marché convergent, mais vraiment très convergent. Alors ça, je parle pas de ça, hein, bien sûr. Je parle de mouvements comme, je sais pas... je parle de mouvement, mais c'est toujours compliqué. Alors on est en 15 minutes aussi, c'est pas évident. Mais lorsqu'on parle de mouvement, c'est par exemple un mouvement haussier comme celui-ci. Vous voyez, lorsqu'on décompose la journée, on a un mouvement fortement haussier. Ça c'est haussier, ça c'est haussier, ça c'est haussier. Vous voyez, ces mouvements haussiers-là, quand on les décompose ensuite en 5 minutes ou en 1 minute, on peut trouver des points d'entrée. Mais le plus important, c'est pas de trouver des points d'entrée à la vente. Là, typiquement, rien ne nous dit de vendre le marché. Tout nous dit achète, achète, achète. Et si vous utilisez du coup, et vous faites exactement l'inverse, si vous utilisez cette méthode de bah tiens, j'ai mon RSI qui est au-dessus des 70, donc je vends dans un marché en tendance, vous vous faites mais cramer, et sur du long terme, vous serez jamais rentable, c'est une certitude. Là, vous vous faites dénoyauter, mais à tous les coups. Parce que le principe même du RSI, c'est qu'il est borné. Donc si le marché ne fait que de monter, c'est logique que le RSI va taper sur les 70 beaucoup plus de fois que prévu. Parce qu'encore une fois, il ne peut pas aller plus haut que 100. Il est borné à 100 et il est borné à 0. Donc lorsqu'on est dans un marché en tendance, le RSI, on peut effectivement s'en passer. Le RSI, typiquement, il va être intéressant que dans des situations où le marché est en hésitation, lorsqu'on est marché n'a pas de mouvement, n'a pas de tendance. Là, on peut arriver à identifier des bornes de retournement. Mais en tendance, le principe même, c'est de trader la tendance, la tendance, la tendance. Ça monte, on fait que d'acheter. Ça baisse, on fait que de vendre. Ça range, on prend les extrêmes. Voilà, et cette façon de penser là, si vous arrivez déjà, rien que ça déjà, si vous arrivez à mettre ça en application dès lundi prochain, dès la semaine prochaine, sur vos marchés, croyez-moi que vous allez sentir la différence. Voilà, c'est ça l'idée dans mon trading, c'est de toujours s'adapter, et non l'inverse. Idéalement, ce que je vous propose ce week-end, c'est de construire une stratégie via ce que je vous ai dit. Vous allez prendre un autre graphique, vous prenez le DAX, et vous identifiez quelques ranges. À partir du moment où vous avez identifié quelques ranges, exemple, ce range-là, vous voyez ce petit range-là qui a été fait, prenez même les points les plus hauts et les plus bas qui ont déjà servi en fait à trader le plus haut et le plus bas du range. On s'en fout, c'est pas grave, ce sont des exemples. Dézoomez ensuite en M5, identifiez toujours par exemple ce point de retournement, si vous décidez, imaginons d'étudier celui-ci, dézoomez ensuite en M5, donc 26 février, hop, 26 février, on va aller voir ça, hop, ici, 26 février, on va augmenter un tout petit peu, non, c'est juste même là, 26 février encore une fois,
26 février ici, voilà, le point d'entrée donc optimal était là, ici, et maintenant, essayez de trouver un point d'entrée. Allez maintenant après sur du 1 minute, et essayez de trouver un point d'entrée dans l'historique. Et si vous arrivez à construire une stratégie, puisque vous trouvez que, je sais pas, même le RSI, ou alors même le stochastique, tiens, effectivement, lorsqu'on était ici, je sais pas, quand le RSI, par exemple, je sais pas, casse les 20 à la hausse, peut-être que ça peut me donner un point d'entrée, ou alors, bref, peu importe ce qui se passe, trouvez des récurrences sur ce genre d'extrême, et ensuite construisez votre propre stratégie, votre stratégie personnelle. À défaut de pouvoir utiliser la nôtre que l'on enseigne, bah, utilisez la propre, créez-vous votre stratégie, ça prendra plus de temps certes, mais ce sera vous qui l'aurez créé. Construisez ensuite votre gestion de risque, donc où est-ce qu'en moyenne je mets mon stop loss, où est-ce que je prends mes bénéfices, quel est le pourcentage que je clôture sur mon bénéfice, quel est mon TP numéro 2, et ainsi de suite, toutes les questions en fait existentielles pour créer une stratégie de trading. Voilà un petit peu pour cette vidéo assez complète, je l'espère. Si vous avez des questions, je prendrai du temps pour vous répondre juste en bas dans les commentaires. N'hésitez pas, une nouvelle fois, à poser vos questions, ça peut vous aider vous, mais surtout ça peut aider aussi la communauté. Une question que quelqu'un pose peut aussi servir à une autre personne qui n'aurait pas osé poster son commentaire. Très bonne semaine de trading à tous, n'oubliez pas, vous remettre toujours en question et d'essayer de chercher à toujours approfondir les sujets. Cette vidéo ne suffit pas pour vous rendre rentable, mais il en faut beaucoup plus, et il faut beaucoup plus d'expérience à bouffer du graphique. Voilà, très bon week-end à vous, très bonne semaine de trading, et à bientôt.